va falloir un jour guérir cette maladie en Europe. Il faudra qu'enfin les discours et les actes soient les mêmes. Alors il faut que l'Europe se réveille et qu'elle cesse de fermer les yeux. Vous écoutez Parti pris, le podcast d'Emmanuel Morel. Épisode 7, un nouveau règlement pour protéger les marchés publics européens. Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour. Dans ce 7e épisode, vous souhaitez nous parler du nouveau règlement débattu et voté en commission du commerce international sur la question des marchés publics européens et de leur protection. Oui, parce que je pense que c'est un texte important pour l'avenir et la protection de nos marchés publics européens. L'idée de ce texte, c'est de créer un mécanisme de riposte aux législations et aux pratiques en cours dans les pays tiers, c'est-à-dire les pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, et qui défavorisent les entreprises européennes qui concourent à leurs marchés publics. Alors d'abord, un court rappel sur les marchés publics. Il s'agit des achats de biens, de services ou de travaux à des prestataires pour le compte de la puissance publique. Alors ça peut aller de l'achat d'ordinateurs, de meubles pour les administrations, à la fourniture d'eau, de chauffage urbain, en passant par la construction de routes, d'hôpitaux et bien d'autres choses. Dans l'Union européenne, les entreprises du monde entier ont le droit de concourir à ces marchés publics. Parce que l'Union européenne considère, dans une version purement libérale, que cette ouverture est bénéfique pour plusieurs raisons. La compétition entre les entreprises privées augmente les chances d'avoir des prix plus bas. Demander une compétition transparente, ça diminue les risques de corruption et ça ajoute en l'égalité. Bon, c'est pas toujours faux, mais cela pose quand même souvent le problème au regard d'enjeux aussi divers et majeurs que l'emploi, la maîtrise des savoir-faire, et plus globalement, je dirais, l'indépendance économique. Alors, les sommes en jeu sont colossales. On parle de 500 milliards d'euros par an. Pour le moment, la part des entreprises non européennes est minoritaire, puisqu'on parle de 10%, mais elle tend à progresser, en raison notamment des offres extrêmement compétitives de certaines entreprises étrangères, je pense notamment aux chinoises, qui bénéficient de subventions publiques massives et qui sont protégées de la concurrence dans leur propre pays. Et surtout, il y a un problème de réciprocité. Certains États, par exemple les États-Unis, ont fait le choix de favoriser les entreprises nationales, ce qui rend difficile, voire même impossible pour les entreprises étrangères, de gagner leur marché public. C'est une illustration de ces barrières protectionnistes. On connaît très bien ce qu'on appelle le Buy American Act, qui est mis en place par le New Deal de Roosevelt dès 1933. Pour déverrouiller un peu tout ça, un accord avait été trouvé en 2012, qu'on appelait l'accord plurilatéral sur les marchés publics, l'AMP, au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Mais seulement une minorité de pays, essentiellement d'ailleurs les membres de l'OCDE, ont signé, c'est-à-dire en gros les pays occidentaux et le Japon. La Chine n'avait pas signé et l'accord lui-même ne portait pas sur la totalité des types d'offres. Les États-Unis, eux, ont réussi à s'en échapper grâce à l'organisation politique même du pays, c'est-à-dire que les marchés publics fédéraux sont ouverts, certes, mais ils restent minoritaires en comparaison avec les marchés publics des différents États fédérés, qui, eux, font jouer à plein, au maximum, le Buy American Act dont je parlais tout à l'heure. Quant au Japon, il y échappe également assez largement. Et par ailleurs, on a un certain nombre de pays qui refusent catégoriquement d'ouvrir leur propre marché public, mais par contre ne se privent pas d'investir sur le continent européen. C'est le cas de la Chine dont je parlais. C'est aussi le cas de l'Inde, de l'Indonésie, de la Russie, du Brésil et même de la Turquie. Et de ce fait, les entreprises européennes, et notamment françaises, qui sont très performantes et qui sont très renommées dans un secteur, ne jouent pas à armes égales avec les entreprises étrangères lorsqu'elles répondent à des appels d'offres à l'étranger. Certains accords de libre-échange passés entre l'Union et des tiers États prévoient parfois des clauses relatives au marché public. C'est le cas de l'accord avec le Japon, c'est le cas aussi de l'accord avec le Vietnam. Et c'est des accords qui autorisent les entreprises européennes à concourir sur certains marchés publics, comme le ferroviaire, ou certains équipements dans des localités. Mais par exemple, il est prévu avec l'accord Japon que les entreprises pourraient participer à des appels d'offres
de 48 villes japonaises, entre 300 000 et 500 000 habitants, ce qui ne représente que 15% de la population de ce pays. Au Vietnam, qui est un pays qui se développe à une vitesse effrénée, aussi vite que la Chine, et dont le taux d'investissement est énorme, c'est près de 40% du produit intérieur brut, on a un accord passé avec l'Union européenne qui stipule que le secteur des marchés publics, devenu très attractif pour les investisseurs étrangers, et d'ailleurs particulièrement pour nos mastodontes français, Bouygues, Veolia ou Vinci, on dit donc que les marchés publics d'infrastructures supérieures à 40 millions d'euros, ont été ouverts. Ce seuil assez élevé baissera progressivement pour atteindre 5 millions d'euros en 2035. On retrouve des dispositions similaires dans l'accord avec la Corée du Sud, qui élargit à certains types de concessions des services publics, ce qu'elle avait accepté avec l'accord plurilatéral de l'OMC, ou avec le Canada, qui, dans le CETA, apporte des garanties assez solides de transparence des appels d'offres et de non-discrimination des entreprises européennes. Mais de la ratification d'un accord à son application effective à tous les échelons, je parle national, régional, local, il y a un gouffre. Et le problème se pose en réalité pour nous, pour pas mal de marchés publics, je pense aux chemins de fer, construction, services informatiques. Tout ça a fait évoluer la Commission qui a multiplié les appels à adopter ce qu'on appelle l'IPI, c'est-à-dire l'International Procurement Instrument, au terme d'une négociation très longue avec des États membres les plus libéraux pour lesquels de telles mesures étaient immédiatement frappées du sceau de l'infamie protectionniste. Ce qui a fait bouger le Conseil, avant que le travail parlementaire aille encore plus loin comme nous allons le voir, c'est cette idée de réciprocité dont je parlais en introduction. Ce mot-là est la clé de l'historique du texte, car même quand on est libéral, on a du mal, de plus en plus de mal même, à défendre l'ouverture complète chez soi, et accepter en même temps la fermeture complète ou quasi complète chez les autres. La réciprocité, c'est la base de tout contrat. Or, dans la vraie vie, les marchés, c'est pas réciproque. La réciprocité, elle n'existe pas. Et donc la version finalement approuvée par le Conseil en 2019 a été transmise au Parlement en juillet dernier. Bon, le retard étant dû essentiellement au Covid. Le projet de règlement manquait d'ambition. Nous avons travaillé pour qu'il soit davantage à la hauteur des attentes. Donc il prévoyait un seuil de 15 millions d'euros pour les marchés de travaux, que nous avons ramené à 10. J'avais même amendé à 1, puis avec les groupes de gauche, on a tenté 5, mais nous avons eu toute la droite pour résister. Nous sommes tombés d'accord sur 10. Au final, c'est quand même assez satisfaisant, car sur ce genre de marché public, on arrive assez vite à 10. Par exemple, une piscine municipale couverte dans une ville moyenne française, ça peut valoir 14 à 15 millions d'euros, sans compter les coûts d'exploitation. Dans les grandes métropoles où le prix du mètre carré n'est pas le même, on atteint des montants encore plus importants. En cas d'identification d'une législation ou d'une pratique discriminatoire contre les entreprises européennes dans les pays tiers, les entreprises d'un marché public originaires de ce pays tiers pouvaient être soumises à une augmentation du prix de leur offre de seulement plus 20%. Nous l'avons porté à plus 100%. Précisons que l'augmentation du prix n'est pas la seule sanction possible. On pourra aussi, mais ça c'était déjà dans le texte initial, exclure l'offre purement et simplement, mais comme c'est très brutal, c'est plutôt une mesure de dernier recours. Dans mon esprit, ça ne l'est pas, mais dans celui des technocrates de Bruxelles, d'une bonne part d'États membres, notamment les Scandinaves et les Baltes, et bien évidemment dans l'esprit de la droite, imaginer de virer manu militari une entreprise d'un marché public provoque à soi seul des insomnies et des sueurs froides. On a bien travaillé sur les règles d'origine, ça peut paraître secondaire, mais comme il y a une distinction entre un pays signataire de l'accord OMC sur les marchés publics et les pays non signataires de cet accord, on courait le risque d'avoir un soumissionnaire installé en mode entreprise boîte aux lettres dans le premier, alors qu'il est contrôlé en réalité par le second. Cela vaut aussi pour des entreprises de marché public installées dans l'Union. Si le contrôle effectif est hors de l'Union européenne, par exemple, au hasard en Chine, le règlement s'applique. Le texte de la Commission n'était pas assez abouti sur tous ces diables qui s'y nichent dans les détails dont nous nous sommes occupés. Il y a les règles d'origine des entreprises, mais il y a aussi celles des produits. Dans le texte de la Commission, dans le cas de figure où une entreprise de marché public proposait une offre composée d'au moins 50% de produits fabriqués dans un pays tiers, ça déclenchait le mécanisme. Nous avons réduit ce seuil à 25%. Nous avons fait de même avec les sous-traitants. Si une entreprise A propose une offre à laquelle participe un sous-traitant B à hauteur de 10% de la valeur estimée du marché, le règlement s'applique aux sous-traitants, même s'il n'avait pas de problème a priori avec l'entreprise A.
Enfin, on avait 2 sujets sur lesquels la Commission était quasiment muette. Les normes sociales environnementales d'une part, et l'intérêt à agir d'autre part. L'intérêt à agir, c'est-à-dire les capacités à intervenir dans l'enquête, un peu comme les parties civiles d'un procès. Sur les normes sociales et environnementales, on a intégré dans le dispositif législatif le respect des accords de Paris, des conventions OIT, par pays d'où vient le soumissionnaire. Tous les groupes de gauche ont tiré dans le même sens, et le groupe centriste, je ne sais pas si on peut l'appeler centriste ou libéral, Renew, où siègent les macronistes, a pour une fois penché du bon côté. Ça arrive parfois. Sur l'intérêt à agir, on a considérablement élargi les personnes morales éligibles. Dans le texte initial, pas question d'autoriser les syndicats, les ONG ou les associations de consommateurs à demander une enquête. Même cause, mêmes effets. La gauche n'a pas lâché l'affaire, et le rapporteur a accepté, d'assez bonne grâce d'ailleurs, il faut reconnaître, de faire figurer les associations, les ONG, les syndicats. Peut-être que ces concessions ont été actées par le rapporteur, parce qu'il se disait que de toute façon, le Conseil n'acceptera jamais et que la gauche devra avaler son chapeau. Mais les négociations Parlement-Conseil-Commission se tiendront sous présidence française du Conseil. Et vu ce qu'a dit Macron jeudi 9 décembre sur l'Europe, il dit qu'il faut que l'Europe soit plus démocratique et plus proche des citoyens. Nous, on va la voir à l'œil. Parce que là, pour le coup, il faut passer des discours aux actes. Le règlement final donc, a été voté à l'unanimité pour 6 abstentions. C'est un vote qui est le fruit d'un compromis et qui, par définition, ne reflète pas la totalité des positions de départ des uns et des autres. Par exemple, en ce qui me concerne, je défends depuis mon élection en 2014 l'instauration d'un Buy European Act pour lequel je dépose régulièrement des amendements, notamment dans tous les budgets qui prévoient des quotas réservés aux entreprises européennes, un peu à la manière de l'offre télévisuelle ou cinématographique. Pour l'instant, nous ne sommes pas très nombreux sur cette position, il faut le reconnaître. Dans le cas pratique de l'instrument sur les marchés publics, j'ai été amené à retirer cet amendement pour faciliter la cohésion des groupes de gauche. Mais les groupes de droite aussi ont fait des concessions, et de grosses concessions, il faut le reconnaître. Donc au bout du compte, on a un texte qui va dans la bonne direction, et sur lequel notre appréciation positive s'enracine dans la consistance donnée à la notion de réciprocité, notion pour laquelle je me bats depuis des années au sein du Parlement européen. Et quand il y a des petites victoires, c'est toujours bon à prendre. Merci Emmanuel Morel. Merci à vous. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parti pris.